Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour but de faire un petit résumé sur la leçon 7 en classe de terminale L2 pour le programme de SVT. Et cette leçon porte essentiellement sur le dysfonctionnement du système immunitaire, par exemple, cas de l'infection au VIH-Sida. Un résumé très clair pour qu'on puisse bien comprendre comment se manifeste la maladie, mais aussi et surtout son mode de transmission et ses mesures de prévention. Donc sans plus tarder, je me nomme Samba Simane, je suis professeur des sciences de la vie et de la terre. Et top, c'est parti. Donc pour comprendre la maladie, son mode de transmission, entre autres, il faut d'abord comprendre le vecteur, connaître le vecteur. Donc on parle ici de VIH. VIH, donc VIH, qui signifie tout simplement virus immunodéficience humaine. D'accord? Et ce virus est essentiellement le vecteur, ou bien tout simplement l'élément responsable de la maladie qu'on appelle SIDA. SIDA donc signifie syndrome immunodéficience acquise. Syndrome immunodéficience acquise. Donc voilà, le virus immunodéficience humaine donne la maladie qui s'appelle syndrome immunodéficience acquise. Vous êtes sans savoir que cette maladie actuellement anime l'actualité du pays avec les problèmes que vous entendez. Je n'entre pas dans les détails. Mais il faut comprendre que cette maladie, d'accord, causée par un virus qui s'appelle virus immunodéficience humaine. Et donc, pour comprendre cette maladie, je vous ai présenté quelques figures nous permettant de faire une bonne analyse et de comprendre la maladie, le vecteur, comment ça se passe et comment se manifeste, bien, quelle est la structure du vecteur qui est le virus de façon générale. Rapidement, on va commencer par la première figure. Donc, vous voyez ici, je vous ai présenté une figure qui représente la structure, d'accord, du virus. Donc, de quoi est composé cet élément? Le virus est essentiellement composé d'une enveloppe, dispose des glycoprotéines, d'accord, qui sont sous forme de récepteurs, des protéines de façon générale, et ces protéines sont appelées les GP120. Et ce sont ces protéines-là qui facilitent la fixation de ce virus sur les LT4 et les macrophages qu'on verra plus tard. Et donc après cela, il y a cette enveloppe qui délimite un espace dans lequel nous avons cet élément-là, cet élément en rouge, qui constitue tout simplement la capside. La capside. Et la capside renferme en son sein ces éléments en vert que vous voyez là, sous forme de S comme ça, qui est cet élément-là. Les deux constituent tout simplement l'ARN viral, donc l'ARN du virus. Et il y a de petits points là que vous voyez, ces points là, ici. Ces points jouent un rôle déterminant. Ces points là, les deux, ce qu'on appelle ici transcriptase inverse. Transcriptase inverse. Transcriptase inverse est une enzyme qui joue un rôle déterminant dans la transmission et dans l'évolution de façon générale de ce virus-là. Donc, ultrastructure.
ultrastructure du VIH. Donc là, c'est l'ultrastructure du VIH. Ce VIH-là a un cycle. Ce cycle est détaillé ici dans cette figure 2 là. Comment ça se passe? Le VIH, vous savez que un virus ne peut pas vivre longtemps s'il n'est pas dans un autre organisme qu'on appelle hôte. Donc un virus est un parasite intracellulaire obligatoire. Donc il faut que le virus soit hébergé pour qu'il puisse être en vie. Pour cela, ici, ce cas précis, ce virus-là a des cellules cibles. Et ces cellules cibles sont essentiellement les lymphocytes T4, mais aussi les monocytes et les macrophages. Mais ici, on représente un lymphocyte T4, LT4. Comment ça se passe? Le virus qui entre vient, d'accord, vient entrer dans une cellule, monocyte, macrophage, ou bien lymphocyte T4, ça dépend. Et comment ça se passe maintenant? Une fois en contact, le virus envoie son patrimoine génétique dans le cytoplasme de la cellule cible. Une fois envoyé, ce que vous voyez là, c'est là, représenté par blanc. Donc, c'est la capside que le virus envoie dans le cytoplasme. Une fois que les deux membranes plasmiques sont fusionnés, à partir de ce moment, l'élément entre à l'intérieur, que vous voyez la flèche, et à partir de ça maintenant, les points que vous voyez ici, ce qu'on appelait transcriptase inverse, jouent un rôle déterminant dans la mesure où c'est cette transcriptase inverse qui permet de faire la traduction de manière inverse. Puisque au niveau du virus, on n'a que ARN qui est monocaténaire. Donc ce ARN-là sera transcrit pratiquement, d'accord, mais de manière inverse, quittant l'ARN messager pour aller pour avoir de l'ADN. D'accord? Donc ce sont les transcriptases, les enzymes là, qui font ce rôle-là. Et à partir de ce moment, dans le cytoplasme, les transcriptases vont utiliser l'ARN du virus pour en fabriquer de l'ADN. Et puis, l'ADN fabriqué maintenant entre dans le noyau et s'incorpore dans l'ADN du noyau. S'incorpore dans l'ADN du noyau. Une fois s'incorporé dans l'ADN du noyau, à partir de ce moment, la cellule cible continue son cycle avec la synthèse des protéines, comme vous le savez. D'accord? On fait d'abord la traduction et à partir donc de cet ADN qui est maintenant viral parce qu'il y a incorporation de l'ADN viral, on traduit et on transcrit et on a ici l'ARN messager viral. Et cet ARN messager viral sort maintenant du noyau, arrive au niveau du cytoplasme et maintenant continue. À partir de ce moment, la cellule va former, d'accord, d'autres cellules issues de l'ARN viral. L'ARN viral qui sort à partir, d'accord, de la membrane plasmique et après il y a un bourgeonnement permettant d'éliminer cette partie et cette partie forme à nouveau un nouveau virus. Et à partir de ce moment, on a virus ici de départ, on a virus ici. Et cette cellule peut former plusieurs virus à partir d'un seul virus-là, ce qui permet la multiplication, donc l'augmentation du nombre. Donc voilà, ici c'est tout simplement le cycle de multiplication du VIH. Donc ici, on a le cycle de multiplication du VIH. Donc là, c'est le virus et là, c'est une cellule cible. Comme je l'ai dit tantôt, cette cellule cible peut être monocyte, macrophage ou lymphocyte T. Dans ce cas-là, on peut même prendre l'exemple de lymphocyte T. Donc les lymphocytes T4 de façon plus claire. Lymphocyte T4. Donc à partir de ça maintenant, on note donc dans l'organisme une multiplication rapide du virus dans l'organisme en utilisant les lymphocytes T4.
Ce qui nous permet maintenant d'aller dans différentes étapes d'évolution de la maladie. À partir donc de cette courbe, on peut faire l'évolution de cette maladie. Donc, dans un premier temps, vous avez une courbe d'évolution qui vous montre l'évolution de 3 éléments dans le sang. Donc, quantité dans le sang, quantité de LT, quantité de antivirus VIH et quantité de virus VIH. Qu'est-ce qui se passe? Au début, il y a une infection, d'accord, du virus. Et à partir de l'infection, le nombre de virus augmente rapidement. Au moment où le nombre de virus augmente du VIH, augmente rapidement, on note une diminution, ici à partir de cela, une diminution très rapide des lymphocytes. Mais cette diminution très rapide des lymphocytes ne dure pas. À partir de ce moment, on note une évolution, une augmentation, d'accord, du nombre de lymphocytes jusqu'à le niveau de départ. Et au même moment, il y a une diminution du VIH. D'accord, jusqu'ici. Ceci marque une phase importante qu'on appelle la première phase de l'infection au VIH. Cette phase-là est appelée pyrimo-infection. Dans cette phase-là, qui dure environ 3 à 8 semaines, d'accord, 2 mois maximum. Dans cette phase-là, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a une pénétration du virus, ça déclenche directement les réponses spécifiques qu'on avait vues dans la vidéo précédente. Les réponses spécifiques. La réponse spécifique à voie immorale et la réponse spécifique à voie cellulaire. À partir de ce moment, ça déclenche ces réponses-là et l'organisme se met à se battre contre le VIH. Et cette diminution-là montre tout simplement, cette posture de défense de l'organisme face au VIH. Ce qui permet maintenant, et dans cette phase-là, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une phase très dangereuse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas carrément de signes, de symptômes, d'accord, et le virus est présent dans l'organisme. Mais on n'a pas encore d'anticorps au niveau du sang. Le test sera négatif, pour être plus simple. Le test sera négatif. Mais dans cette partie-là, il peut y avoir quelques manifestations, telles que de la fièvre tout simplement. Et au niveau des ganglions, il y aura un gonflement des ganglions parce que la réponse immunitaire spécifique se passe au niveau des ganglions lymphatiques. Après ces 2 mois, ces 8 semaines, on entre dans une phase qu'on appelle la phase asymptomatique. Phase asymptomatique. Quand on parle de phase asymptomatique, c'est-à-dire c'est une phase qui n'a pas pratiquement de signes visibles, clairs, alors que le VIH est là, au sein de l'organisme. Donc cette phase, si on essaie d'analyser ces courbes, on note qu'il y a une présence, une forte présence, une bonne quantité de LT, LT4. Et le niveau de VIH est faible. Mais il y a également l'anticorps de VIH qui est présent et à un taux un peu élevé. Ceci veut dire tout simplement il y a une augmentation très lente du nombre de virus qui est en train de faire son travail dans l'organisme et une diminution lente aussi des LT4. Dans cette phase-là, les virus commencent à se multiplier, à infecter les cellules cibles, permettant cette évolution très lente-là. D'accord? Et ce qui permet de réduire un tout petit peu les LT4, petit à petit. Mais il n'y a pas encore une forte attaque. Au même moment, la réponse immunitaire à médiation cellulaire commence à faire son job, son travail, permettant de noter la présence d'anticorps anti-VIH dans le sang. Dans cette période, si on fait un test, l'individu en question sera séropositif. Donc, ce qui montre ici, cette phase ne montre pas de signes, c'est pourquoi on l'appelle asymptomatique, mais c'est une phase où le virus est en train de faire son travail. Cette phase peut durer jusqu'à 12 ans, hein? On parle de 10 à 12 ans. Après cette phase maintenant, on entre directement dans la phase finale qu'on appelle phase de sida déclarée. La phase de sida déclarée, ici, où on note
une diminution rapide, une chute de taux de LT4. D'accord? Parallèlement à une augmentation fulgurante du taux de VIH. Donc, qu'est-ce qu'on note? Le taux de VIH, le nombre de virus dans le sang, augmente très rapidement parce qu'il y avait des infections, les cellules cibles étaient en train de fabriquer d'autres VIH et il y a une augmentation très rapide du taux de VIH, d'accord? Ce qui entraîne une diminution rapide, c'est-à-dire la mort des LT4, jusqu'à atteindre un seuil critique. Cette diminution de LT4 est accompagnée par une diminution d'antivirus VIH. Dans cette phase, pour être plus clair, qui peut durer de 4 ans si l'individu n'est pas sous traitement, cette phase est la phase la plus dangereuse parce que le virus anéantit déjà l'organisme et l'organisme n'a plus aucune défense, pratiquement les LT4 qui jouent un rôle déterminant dans les réponses immunitaires à médiation humorale comme à médiation cellulaire. Et à partir de ce moment, l'organisme ne dispose plus de défense et l'organisme devient très vulnérable et exposé, d'accord, face aux maladies qu'on appelle opportunistes. Et ces maladies-là, comme le cancer, comme la tuberculose, entre autres, peuvent venir facilement tuer la personne. C'est pourquoi même le sida est très dangereux. D'accord? Donc voilà ces différentes étapes-là. Donc ici, ça montre tout simplement les phases d'évolution du VIH. Phase d'évolution du VIH pour la figure 3. Et donc voilà en quelque sorte, en résumé, le sida pour être plus clair et rapide. Mais le sida dispose des modes de transmission. Il y a essentiellement 3 catégories. Les modes de transmission sexuels, d'accord, par voie sexuelle, des rapports non protégés, entre autres. Mode de transmission sanguine, par l'usage d'objets tranchants, d'accord, sans désinfection, etc. Ou bien par mode de transmission mère-enfant, la maman peut transmettre le virus à son enfant durant la grossesse, d'accord, avec les échanges du sang fœtal et du sang maternel. Il peut y avoir transmission. Il peut y avoir transmission lors de l'accouchement, entre autres. Donc, il peut y avoir plusieurs transmissions. On parle de transmission mère-enfant. Maintenant, pour prévenir la maladie, il faut, dans un premier temps, pour la transmission sexuelle, il faut se protéger ou bien faire tout simplement l'abstinence. Deuxièmement, voie sanguine, il faut éviter d'utiliser des objets tranchants déjà utilisés. Et enfin, pour mère-enfant, il faut suivre des traitements permettant de limiter cette transmission. Donc voilà les modes de transmission, les modes de prévention qu'on préconise. Merci pour votre aimable attention.